Bonjour tout le monde, merci de rejoindre notre équipe pour le dernier séminaire de l'été et mon dernier séminaire chez Lydiane puisque à partir du 1er juillet, je donnerai la torche à Olivia San Antonio qui est présente aujourd'hui ainsi qu'à Bastian Bredongs qui deviendra le nouveau Head of IP IT. Aujourd'hui, on a décidé donc de vous donner un webinaire sur les NFT, la révolution technologique dont on parle beaucoup à l'occasion notamment aussi de la BRAFA à Bruxelles, la grande foire d'art contemporain et d'antiquité, puisque les NFT sont vraiment devenus quelque chose, un hot topic et nous allons examiner donc les applications au niveau de droit de propriété intellectuelle. Alors, on revient un peu à un petit historique. Depuis quand cette nouvelle technologie existe? Mais c'est depuis déjà 2014. Les premiers travaux, enfin œuvres créées sur base des NFT virtuels, donc une œuvre dimensionnelle, aussi des espèces de cartes de jeu, de cartes, des collectors dans le cadre d'images qui ont été créées et qui valent déjà plusieurs millions d'euros. Aussi des NFT utilitaires d'une certaine manière, puisque on peut aussi créer des tickets pour les concerts. Et on n'aurait pas eu les problèmes qu'il y a eu à Paris si on avait étendu toute cette technologie, puisqu'elle permet d'identifier les personnes qui sont titulaires de manière indéfectible. Et donc, toutes ces informations, next slide, s'il vous plaît, et aussi dans le domaine de la mode, particulièrement dans un domaine où on est très actif, on voit toutes sortes de nouvelles créations et ça pose évidemment, et dans tout l'univers du metaverse et des jeux virtuels, où finalement on se retrouve dans des univers virtuels où avec des objets qui représentent des objets de la vie de tous les jours. Et donc la problématique qui se pose, c'est de savoir, mais au niveau des droits intellectuels, qu'est-ce que cela entraîne pour les sociétés? Next slide. Puisque ça va avoir des répercussions notamment sur la question de qu'est-ce qu'on a quand on a un NFT, qu'est-ce qu'on a comme droit de propriété intellectuelle. Si on est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et qu'on crée un NFT ou qu'on transfère un NFT, mais qu'est-ce que ça entraîne comme droit, qu'est-ce qui est transféré, qu'est-ce qui est licencié? Et aussi tous les problèmes du droit des marques, du droit d'auteur dans l'implémentation de ceci. Finalement, est-ce que je dois enregistrer mes marques pour les services informatiques ou est-ce que je peux me baser sur, puisque finalement, il peut y avoir une évolution aussi de la similarité des produits. Est-ce qu'un produit, un vêtement dans le monde réel peut être similaire à un vêtement qui est représenté par un software dans un metaverse. Donc, c'est toutes des questions essentielles qui paraissent se poser à l'heure actuelle. Il y a déjà pas eu mal de litiges comme on va venir. Et donc, on va passer en revue toutes ces questions avec donc Olivia San Antonio, mon fidèle général, donc qui va reprendre mes fonctions chez Lydiane, et puis Adelis Meunier et Pauline Elemans. Donc, on va passer d'abord en revue avec Adelis. Elle va expliquer, elle va faire un peu le topo, mais c'est quoi un NFT pour comprendre bien les applications légales que ça peut avoir. Ça me paraît d'abord essentiel de savoir de quoi on parle. Ensuite, nous aborderons avec Pauline les questions plus essentielles concernant le droit d'auteur. Et ensuite, et pour terminer, avec Olivia, les questions liées au droit des marques et à l'implémentation de ces droits de propriété intellectuelle. Alors, petite information pratique. Donc, vous avez normalement à droite de votre séminaire, de votre écran, les slides que nous allons passer en revue. Vous avez aussi une box dans laquelle vous pouvez poser des questions. Nous y répondrons à la fin du séminaire. Comme ça, on ne perturbe pas le flux. Et alors aussi,
pour ceux qui sont juristes d'entreprise ou avocats et qui ont besoin d'attestation pour la formation permanente, il y aura 2 poll questions qui seront posées dans le cadre du séminaire après les interventions d'Adelis et de Pauline, auxquelles vous devez répondre, et de cette manière, nous pourrons vous délivrer une attestation par notre service marketing. Mais voilà, commençons directement dans le vif du sujet et je cède la parole à Adelis. Merci beaucoup Annick pour cette introduction. Alors, comme vous l'avez dit Annick, il n'y a pas moyen d'expliquer les impacts en termes de propriété intellectuelle qu'ont les NFT sans réellement expliquer ce qu'est un NFT. Et pour ça, je vous propose de faire l'anatomie d'un NFT, c'est-à-dire de décortiquer les lettres qui composent ce mot. Donc, les 2 premières lettres sont NF et elles signifient non-fungible. En français, ça signifie non fongible. Alors, un petit rappel peut-être des notions de fongibilité. Alors, on va considérer qu'une chose est fongible lorsqu'elle peut être échangée ou substituée et qu'elle va conserver exactement la même valeur. Je donne ici l'exemple d'un sac de riz qui va pouvoir être échangeable de manière libre, que ce soit un sac ou un autre, ça aura exactement la même valeur, ou alors des jetons de casino. Mais l'exemple le plus parlant, je pense que c'est vraiment celui de la monnaie, c'est-à-dire que si demain on vous prête un billet de 10 € et que quelques jours après, la personne vous rembourse, mais en vous donnant un autre billet de 10 €, eh bien, ça n'aura pas d'incidence pour vous, parce que même s'il s'agit d'un billet différent, il aura exactement la même valeur à vos yeux. Alors que quelque chose de non fongible, on va dire qu'elle va être non remplaçable parce qu'elle est unique. Il existe un seul exemplaire de cette chose. On pense notamment à des œuvres d'art très connues, à des maisons, à des billets de théâtre ou même à des marques enregistrées. Dans le slide suivant, on voit que... oui, le slide suivant. Oui. On voit que la dernière lettre de NFT, c'est token. Et une première définition qu'on pourrait donner d'un NFT, c'est que ce sont des jetons numériques. Donc token veut dire jeton. Ce sont des jetons numériques qui sont stockés sur la blockchain. Alors la blockchain, ça peut être un concept qui peut un petit peu faire peur, mais qui est véritablement nécessaire pour comprendre les implications en termes de propriété intellectuelle des NFT. Alors, peut-être que la meilleure manière d'expliquer comment la blockchain fonctionne, c'est de revenir à une transaction dite traditionnelle. C'est-à-dire que si vous allez dans un magasin et que vous allez payer avec votre carte de crédit, votre banque va recevoir cette information, que vous voulez par exemple acheter une glace à 2 €. Votre banque va recevoir cette information et elle détient tout un registre dans lequel toutes vos transactions, toutes les transactions que vous n'avez jamais faites sur votre compte vont être indiquées. Et à la fin, votre banque saura déterminer si oui ou non vous avez plus de 2 € sur votre compte et donc si oui ou non vous pouvez acheter votre glace. Et si votre banque accepte la transaction, si vous avez assez d'argent sur votre compte, eh bien elle va transmettre l'information à la banque de votre glacier qui va créditer le compte de votre glacier. Donc on voit que d'une manière traditionnelle, les banques tiennent des sortes de registres avec toute une série de calculs qui permettent de déterminer si oui ou non vous avez assez d'argent pour effectuer des opérations. Maintenant, avec l'essor d'Internet, certaines personnes se sont demandé s'il n'y avait pas moyen d'opérer ce genre de transactions, mais sans devoir passer par l'intermédiaire que serait une banque. Et le résultat a été la création de la blockchain. La blockchain va remplir la même fonction que la banque, mais au lieu d'avoir une conversation privée entre des banques qui tiennent des registres et des conversations privées entre les banques entre elles, on va voir toutes les transactions qui seront enregistrées sur Internet. Alors, la blockchain fonctionne un petit peu comme une grande base de données qui serait partagée simultanément par tous ces utilisateurs, et on parle de milliers d'utilisateurs, de milliers d'ordinateurs, et tous ces utilisateurs sont également détenteurs de ce registre public et ils ont tous la capacité d'y inscrire des données. Donc, si je reprends l'exemple de mon achat de glace, si je veux acheter une glace virtuelle en crypto-monnaie, eh bien, la blockchain va permettre
déterminer si oui ou non j'ai assez de crypto-monnaies sur mon compte pour opérer la transaction. Si je n'ai pas assez, eh bien, tous ces utilisateurs, tous ces ordinateurs vont déterminer qu'il y a une anomalie et donc ma transaction sera rejetée. Par contre, si j'ai assez de crypto-monnaies sur mon compte, la transaction sera acceptée et elle sera inscrite dans ce registre qu'est la blockchain. Donc, en très résumé, dans la blockchain, c'est non plus la banque, mais c'est le groupe qui va vérifier si une opération est faisable ou non. Donc, dans l'exemple que je donne, la blockchain est utilisée pour vérifier des transactions monétaires. Mais il faut savoir que d'autres personnes se sont demandé s'il n'y avait pas moyen d'utiliser la blockchain pour d'autres choses. Et c'est ce qu'on va voir avec les NFT dans la slide suivante. Alors, une définition un petit peu plus complète que celle que j'ai donnée avant, ce serait de dire qu'un NFT, c'est une unité de données qui est stockée sur un très grand registre public, numérique, ce qu'on vient de voir, la blockchain, et qui certifie qu'il y a un actif numérique. Quand on parle d'actifs numériques, on parle d'images, de vidéos, de musique. Et donc, le fait que ça soit inscrit dans un grand registre numérique qu'est la blockchain va certifier que cet actif numérique sera unique et donc non interchangeable. Une manière encore plus simple d'expliquer ce qu'est un NFT, c'est de faire une analogie avec un certificat de propriété. Et c'est ce certificat qui va véritablement donner une valeur économique à l'actif numérique. Alors, pourquoi? Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que les NFT sont vendus à des prix tellement astronomiques? Annick a parlé de NFT qui se vendaient à plusieurs millions, c'est tout à fait vrai. Alors, pourquoi? Parce que créer un NFT à partir d'une œuvre permet de rendre unique des biens numériques qui, à la base, ne sont pas uniques. Par exemple, un dessin digital n'est pas unique. Mais par contre, le caractère non fongible, donc non remplaçable d'un NFT permet de rendre unique cette chose qui ne l'est pas. Et on verra dans la slide suivante que la conception un petit peu habituelle qu'on a d'un NFT n'est souvent pas correcte. On pense, quand on voit dans les articles dans la presse, qu'un NFT, c'est un dessin de singe ou un dessin de chat. Mais en réalité, ce qu'il y a à l'intérieur d'un NFT, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça un NFT. En effet, il y a très peu de données qui sont en fait stockées directement à l'intérieur d'un NFT. Les NFT dans lesquels l'intégralité de l'œuvre est transférée sur la blockchain sont extrêmement rares, donc représentent véritablement qu'une minuscule partie des NFT qui existent. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu que la blockchain fonctionnait avec tout un système de communication entre utilisateurs et entre ordinateurs. Et donc, héberger des données sur la blockchain coûte de l'argent, coûte de l'énergie et de l'argent. Et donc, il est très coûteux d'héberger de grandes quantités de données sur la blockchain elle-même. C'est pour ça que ce qu'on va retrouver habituellement dans un NFT, ce n'est pas le fichier numérique en lui-même, mais ça va souvent être un lien renvoyant vers l'endroit où on peut trouver l'actif numérique. Pourquoi? Parce que c'est bien plus économique d'héberger simplement un lien sur la blockchain que de devoir héberger une image en entier ou même une vidéo en entier. Donc voilà ce qu'on retrouve dans les NFT. On retrouve aussi le jeton qui sert véritablement de preuve de propriété de l'actif numérique. Et donc ce sont toutes les informations relatives aux propriétaires de l'actif numérique, mais aussi au créateur original de cet actif numérique, au prix pour lequel il a été vendu, à la date à laquelle il a été acheté. Tout ce genre d'informations vont également se retrouver dans le NFT. Donc, pour conclure, les NFT sont une sorte de reçu de propriété de l'œuvre et non l'œuvre en elle-même. On verra dans la partie de Pauline que cette distinction pose souvent un problème en termes de droit d'auteur. Dans la slide suivante, on voit que les NFT ont des caractéristiques véritablement essentielles et qui justifient tout leur succès. Transparence, on l'a vu, c'est extrêmement facile de prouver qui est le créateur, qui est le propriétaire du NFT, pour combien il a été acheté, quand est-ce qu'il a été acheté, est-ce qu'il a pris de la valeur. Tout ça est véritablement transparent.
Deuxièmement, les personnes ne peuvent modifier un NFT, ce qui est également une caractéristique qui est recherchée. On a parlé de la décentralisation, quand on a dit que la blockchain permettait justement d'opérer des transactions sans devoir avoir trop d'intermédiaires. Et finalement, la sécurité des transactions est également garantie par la blockchain. Dans le slide suivant, on voit que même si c'est une industrie qui est véritablement en plein boom, le droit ne s'est pas encore véritablement penché sur cette question. En France, on a une loi qui a été adoptée en février de cette année et qui permet maintenant la vente aux enchères des NFT. Donc voilà, tout ce qu'on a pour l'instant, c'est une loi qui dit que les NFT peuvent être vendus aux enchères. Mais on n'en sait pas beaucoup plus, en tout cas en France. En Belgique, on a carrément aucune législation spécifique encore aujourd'hui au sujet des NFT. On n'a pas non plus de jurisprudence à ce sujet. Mais par contre, on commence à en avoir de l'autre côté de l'Atlantique, principalement donc, aux États-Unis et un petit peu au Royaume-Uni. On commence à avoir un petit peu plus de jurisprudence, notamment avec l'affaire Tarantino et l'affaire Meta Birkin, dont Olivia nous parlera tout de suite après. Mais donc voilà, on n'a pas encore véritablement de décision en Belgique qui pourrait apporter des réponses aux nombreuses questions soulevées par les NFT. Et l'une des questions principales concerne la question de la titularité et du droit d'auteur, dont Pauline va parler tout de suite. Voilà. Merci, merci Adelis. Alors, on va vous poser une question pour voir si vous avez bien suivi le séminaire et bien compris, parce que c'est important pour la suite et bien comprendre les applications légales que ça peut avoir. Donc, la première question qui va vous être posée, c'est qu'est-ce que finalement contient habituellement dans un NFT? Est-ce que c'est le lien ou est-ce que c'est le fichier lui-même qui est susceptible de contenir cette œuvre. Alors, nous allons voir. Moi, je ne sais pas répondre moi-même, mais j'espère que vous pouvez répondre à toutes ces questions. On voit qu'il y a quelques personnes qui ont répondu. J'ai eu un problème technique puisque je n'ai pas vu les réponses, mais bon, j'espère que vous avez compris. Ah ben voilà, les réponses, c'est effectivement, vous l'avez bien compris, le lien, et ça va avoir évidemment des applications sur la suite des événements et les applications juridiques de la protection. Alors, je cède tout de suite la parole à Pauline qui va nous parler des aspects et des questions liées au droit d'auteur. Vas-y, Pauline. Bedankt Annick voor het woord. Dus ik ga inderdaad spreken over het auteursrecht. Ik denk een van de meest relevante issues in zaken NFT's, aangezien het er gaat om kunstwerken en werken die worden beschermd door het auteursrecht. Dan gaan we overgaan naar de volgende slide. En ik denk dat het belangrijk is om eerst even stil te staan bij een aantal essentiële begrippen van auteursrecht. Ik denk dat als eerste beschrijven daar originaliteit. Omdat een werk eigenlijk beschermd zou zijn door auteursrecht, dient het werk origineel te zijn. Dus voordat we gaan kijken naar de aspecten NFT, is het natuurlijk belangrijk om te kijken of het onderliggend werk onder de NFT, of het dat wel beschermd wordt door auteursrecht en of dat werk eigenlijk origineel is. Nu, dat concept originaliteit is niet alleen relevant voor België, maar ook voor alle andere lidstaten van de Europese Unie. Want dit is eigenlijk een autonoom begrip op Europees niveau, dat wordt geïnterpreteerd door het Hof van Justitie. Dus wat ik hier zeg is relevant voor alle andere lidstaten ook. En eigenlijk opdat een werk origineel zou zijn en beschermd zou zijn door auteursrecht, moet het eigenlijk de persoonlijkheid van de auteur gaan reflecteren. Dat is niet alleen relevant voor het onderliggende werk van de NFT, maar ook de digitalisering van dat werk om er een NFT van te kunnen maken. Dan als tweede natuurlijk, wie is de auteur?
En wie is de eigenaar eigenlijk van de rechten? Wel, in Belgisch recht gaat dat altijd de persoon zijn die het werk gemaakt heeft. Dus zelfs een werknemer die een werk gaat maken, gaat eigenlijk de auteur zijn van het werk en die heeft de rechten. Nu, ik zei de persoon, dat is heel belangrijk. Vandaar ook de foto van de aap die ik heb toegevoegd. Een werk dat wordt gemaakt door een computer bijvoorbeeld, of automatisch wordt gegenereerd, is niet beschermd door auteursrecht, want dat is niet gemaakt door een persoon. Dat is geen uiting van zijn persoonlijkheid, want het is geen persoon. En ook hier, er is een bekende case met de aap. Dat is een aap die zelf op de knop van de camera heeft geduwd. En dus daar is ook uitgekomen uit verschillende litiges dat er eigenlijk geen auteursrecht was, want die aap is geen persoon. Dus dat is natuurlijk belangrijk om te bekijken, want als er geen auteursrecht is, dan is er ook geen issue op basis van de NFT's. Nu, belangrijk ook daarbij is dat de bescherming van auteursrecht is gelimiteerd in de tijd. In de Europese Unie is een werk beschermd tot 70 jaar na de dood van de auteur. En dus als die termijn verstreken is, dan is het werk eigenlijk in het publiek domein en is er geen auteursrecht meer. Dus bijvoorbeeld een NFT van een werk van Rubens of van Bruegel, maakt niet uit welke generatie van de Bruegels, gaat eigenlijk, er gaat geen issue zijn in zaken auteursrecht, want dat auteursrecht is verstreken, dat is er niet meer. Maar daar is wel belangrijk natuurlijk om te onthouden dat wanneer men een foto neemt van een schilderij van een van de Bruegels, van een van de mannen van de Bruegel-familie, dat er op de foto van het schilderij wel auteursrecht kan rusten, wanneer de fotograaf vrije keuzes heeft kunnen maken bij het nemen van die foto. Dat is een rechtspraak van orthodoxie in zaken Painter. Dus dat is natuurlijk belangrijk om ook in het achterhoofd te houden dat het niet is omdat het werk niet meer beschermd is, dat de foto, de digitalisering van het werk, toch beschermd kan zijn door het auteursrecht. En het is daar ook frappant, daar heeft Annelies nu niet over gesproken, maar frappant dat eigenlijk veel NFT's ook zullen gemaakt worden op werken die eigenlijk in het publiek domein zijn. We kunnen overgaan naar de volgende slide. Nu, wat gebeurt er eigenlijk wanneer men een NFT koopt? Krijg je dan eigenlijk het auteursrecht op het onderliggend werk? Wel, daar is het antwoord meestal nee. We zien hier een uittreksel van een van de platformen waar het er duidelijk wordt gepreciseerd dat in dit geval het auteursrecht wel wordt overgedragen, maar meestal gaat het niet het geval zijn. Dus men verwerft eigenlijk het recht op de NFT, maar niet het auteursrecht op het onderliggend werk. Ik kan het eigenlijk vergelijken met wanneer men een schilderij koopt in een galerij van Picasso bijvoorbeeld, dan gaat men niet het auteursrecht op dat schilderij verwerven, maar enkel het recht op dat fysieke werk. In dit geval enkel het recht op de fysieke NFT en niet op het onderliggende werk. Dus dat is heel belangrijk als u een NFT koopt of als u NFT's wilt verkopen, om duidelijk te bekijken of te stipuleren wat het juist wordt overgedragen aan de persoon die de NFT koopt. Ook welke commerciële exploitatiewijzen zijn toegestaan. Kan men de foto bijvoorbeeld gebruiken of de NFT gebruiken voor een profielfoto? Ik denk aan die aapjes die op Twitter veel gebruikt zijn als profielfoto. Of kan men ook die foto gaan gebruiken of die NFT gaan gebruiken voor commerciële zaken? Dan natuurlijk, die NFT gaat eigenlijk een soort licentieovereenkomst bevatten, maar licentieovereenkomsten hebben onder Belgisch recht en ook onder Europees recht zijn er bepaalde voorwaarden aan gekoppeld. Onder andere dat die licentieovereenkomst moet geschreven zijn en ook dat die ondertekend moet zijn. Dus daar ook in een digitale omgeving is het belangrijk om te gaan kijken naar de geldigheidsvoorwaarden van een handtekening en hoe zo'n overeenkomst eigenlijk kan worden overgedragen. En daar is het ook interessant dat heel veel platforms al standaard licentieovereenkomsten voorstellen en dat de persoon die de NFT's maken eigenlijk die standaard overeenkomsten gaan maken. We gaan nu over naar de volgende slide. Dus ik sprak hier eigenlijk al over de licentie en wanneer er NFT's verkocht worden, zijn er eigenlijk 3 partijen. Of misschien 4, maar 3 partijen, namelijk de persoon die de NFT maakt en gaat verkopen, het platform en ook de gebruiker. En dus gaat er een licentieovereenkomst zijn, meestal tussen de gebruiker die de NFT maakt en het platform. En dat tussen het platform en de koper van de NFT. Dus het is belangrijk eigenlijk om dit te gaan nakijken en zeker ook te gaan kijken naar de inhoud van zo'n licentie. Als eerste omdat in België tenminste een licentie op een restrictieve manier wordt geïnterpreteerd. Dus als het niet geschreven staat, gaat het altijd in het voordeel van de auteur worden geïnterpreteerd. We moeten ook naar de duur kijken van de licentie. Is dat een licentie van bepaalde duur of van onbepaalde duur? Als het een licentie is van bepaalde duur, is dat natuurlijk interessant om te gaan kijken. Is dat voor 5 jaar, voor 10 jaar, etc. Ook heeft u het recht om de licentie, om de NFT over te dragen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want
ja, NFT's worden meer en meer ook speculatieve goederen waarmee men veel geld kan verdienen. Maar als men dan die NFT niet kan overdragen, dan is dat natuurlijk heel vervelend. De aansprakelijkheid is ook heel belangrijk, want zoals we in de volgende slide zullen zien, zijn er aansprakelijkheidsproblemen wanneer een persoon een werk gaat minten om er een NFT van te maken, terwijl die persoon niet de auteur is van het werk. Bijvoorbeeld, 2 jaar geleden was er een expo in de Bazaar van Keith Haring. Ik vind dat wel tof, Keith Haring. Ik neem een foto van uw werk en ik maak daar een NFT van. En ik verkoop die NFT. Als dan de rechthouders van Keith Haring een verhaal komen halen, omdat ze het daar niet mee eens zijn, ben ik dan als koper aansprakelijk of is enkel de gebruiker aansprakelijk, etc. Dat zijn wel belangrijke zaken om te bekijken. En ook zoals ik al zei, wat mag men doen met die NFT? Kan ik bijvoorbeeld het werk dat in die NFT staat gebruiken om een reclamecampagne te beginnen voor mijn bedrijf, of kan ik die NFT enkel gebruiken als profielfoto op Twitter bijvoorbeeld? Dat zijn natuurlijk belangrijke zaken om te bekijken. We kunnen overgaan naar de volgende slide. Maar ik denk wel het belangrijkste deel van de discussie op dit moment, en dat is wanneer mensen een onderliggend werk gaan minten om er een NFT aan te maken, en ze zijn niet de auteur van dat werk, wat gebeurt er dan? Wel, ik denk dat er dan 2 belangrijke scenario's te onderscheiden zijn. Aan de ene kant, als de auteur als er geen auteursbescherming meer is, dus het werk valt in het publieke domein, dan is er op zich geen issue, want de auteur heeft eigenlijk geen exclusieve rechten meer. Dus bijvoorbeeld een foto van een schilderij van Rubens, daar is op zich geen issue, want Rubens heeft geen auteursrecht meer, die is al te lang overleden. Als eerste. En ten tweede, wat dat wel belangrijk is, wat ik al zei, als ik een foto neem van dat schilderij van Rubens, kan er op mijn foto wel auteursrecht rusten. Dus dan komen we in het tweede scenario, waar er eigenlijk wel nog auteursrecht is. En waar dus de persoon die mint niet de auteur is en ook niet de nodige exclusieve rechten heeft. En daar is het belangrijk om te gaan kijken naar welke exclusieve rechten heeft een auteur en welke exclusieve rechten zou die auteur kunnen gaan gebruiken om zo'n minting tegen te gaan. En dan zoals jullie al weten, zijn er morele rechten en vermogensrechten die een auteur heeft. We gaan eerst kijken naar de vermogensrechten van een auteur. En daar zijn er eigenlijk 3 die we kunnen bekijken, waarvan er 2 op de slide staan. Het distributierecht, het reproductierecht en het exclusieve recht om een werk te gaan meedelen aan het publiek. Dus als eerste het distributierecht, wat niet op de slide staat, is eigenlijk niet relevant, want dat gaat enkel door fysieke kopies van een werk. En hier een NFT gaat overduidelijk geen fysieke kopie zijn, dus met dat distributierecht als auteur kunnen we eigenlijk al niets doen. Dan heeft men het reproductierecht, dus het exclusieve recht van een auteur om zijn werk te gaan kopiëren of reproduceren of scannen. Dat is er eigenlijk ook niet van toepassing en daar verwijs ik naar de poll question die we gehad hebben en wat Alice uitlegde. Vaak is er eigenlijk geen reproductie in de NFT, want er wordt puur een link geplaatst in de blockchain zelf. En dus we gaan het werk zelf eigenlijk niet gaan reproduceren. En dus eigenlijk, mijn inziens, en dat is een deel van de literatuur, zegt ook dat er geen reproductie is, gaat eigenlijk de auteur niets kunnen doen. Maar het is wel belangrijk om te noteren dat in Frankrijk, met name verenigingen die artiesten gaan vertegenwoordigen, dat zij gaan zeggen dat er wel een reproductie is en dat een auteur zich wel kan verzetten tegen het minten van zijn werk. Maar ja, ik heb daar mijn twijfels bij, want zoals ik al zei, er wordt puur een link geplaatst en daar kijken we dan naar de rechtspraak van het Hof van Justitie in zaken Svensson en alle volgende arresten hierop volgen, waar het Hof van Justitie eigenlijk gaat zeggen dat het plaatsen van een link geen reproductie is, maar wel een mededeling aan het publiek kan zijn. En dan komen we bij het derde recht, het derde vermogensrecht van een auteur. De auteur heeft als enige eigenlijk het recht om zijn werk te gaan meedelen aan het publiek. En een derde persoon kan dat alleen doen met de toestemming van de auteur. En dus het plaatsen van zo'n link kan gezien worden als een mededeling aan het publiek. Maar een auteur kan dat enkel tegenhouden als er een nieuw publiek is of er zijn nieuwe technische middelen. En als men daar de rechtspraak van het Hof van Justitie in zaken linking, zoals die nu is, gaat toepassen op NFT's, moeten we daar tot de conclusie komen dat er geen mededeling aan het publiek is waarvoor toestemming nodig is. Natuurlijk, daar is het afwachten of het Hof van Justitie daar op een bepaald moment in de tijd een geschil aanhangig gaat worden gemaakt waar ze zich kan uitspreken hierover. Maar als men het toepast zoals nu, is er eigenlijk geen nieuw publiek, want het Hof van Justitie gaat beschouwen dat wanneer men een link online plaatst op het internet waar het niet toegankelijk is voor iedereen, dat eigenlijk de auteur het hele publiek van het internet in rekening heeft genomen. En dus wanneer men een link opnieuw plaatst, is dat nog altijd hetzelfde publiek eigenlijk. Tenzij dat er een paywall was of iets dergelijks. En ook het plaatsen van een link is geen nieuw technisch middel volgens het Hof van Justitie, want
men blijft eigenlijk in de realm van het internet. Nu, het kan heel goed zijn dat als er toch een geschil afhankelijk wordt gemaakt, dat misschien het Hof van Justitie daar gaat zeggen, ja, het is wel een link, maar een NFT is toch een nieuw technisch middel. Maar dat is dus ja, afwachten hoe dat de rechtspraak hierin gaat evolueren. Dan kunnen we overgaan naar de volgende slide. Want zoals ik al zei, heeft een auteur niet enkel vermogensrechten, maar een auteur heeft ook morele rechten. Morele rechten kunnen in Belgisch recht ook in principe niet overgedragen worden, dus dat is onvervreemdbaar. En er zijn misschien pistes waarmee een auteur toch met die morele rechten iets kan ondernemen tegen minting van zijn werk die hij niet zelf doet. Als eerste heeft men daar het attributierecht, een negatief attributierecht. Nu, in België bestaat dat niet, maar in andere lidstaten van de Europese Unie zijn er wel negatieve attributierechten. En ook in het Verenigd Koninkrijk zou er een negatief attributierecht zijn. En attributierecht is soms beter gekend onder vaderschapsrecht, maar dat is politiek niet meer correct, dus nu is attributierecht. Zou er eigenlijk voor zorgen dat een auteur kan zeggen dat hij niet geassocieerd wordt worden met zijn werk. Dus hij eist eigenlijk dat hij niet in link komt met dat werk. En dus op die manier zou hij zich toch kunnen verzetten op een of andere manier. Dan daarnaast is er in Belgisch recht ook een van de morele rechten het recht om zich te verzetten tegen de adaptatie of de aanpassing van zijn werk. En dus men zou misschien kunnen argumenteren dat een NFT een bepaalde manier van aanpassing van een werk is. Of als een NFT of bij het minten het werk wordt aangepast, dan kan er daar wel een issue zijn, eventueel. Dan komt er ook het volgrecht, dat ook interessant kan zijn op financieel vlak. Het volgrecht is eigenlijk een recht waarbij dat een kunstenaar die zijn werk verkoopt aan een persoon. En die persoon gaat dan het werk doorverkopen via een professionele doorverkoper, zoals een veilinghuis of een galerij. En dat werk stijgt in waarde, dan gaat eigenlijk de auteur een procent kunnen krijgen op die waardestijging. En zo eigenlijk kunnen meegenieten van de waardestijging van zijn werken. En natuurlijk in zaken NFT's zou dat heel interessant kunnen zijn, want NFT's zijn speculatieve financiële middelen in een bepaald opzicht. En dus soms gaan die waardes, vermenigvuldigen die heel veel. En dan zou elke auteur kunnen meegenieten van die waardestijging. Maar hoe dat volgrecht, tenminste in de Belgische wetgeving is geïmplementeerd, lijkt er dat niet van toepassing te zijn op digitale werken. Of tenminste, de manier waarop het nu wordt toegepast in de praktijk, is het enkel op fysieke werken dat het wordt toegepast. Dus daar zou het misschien interessant zijn om te gaan kijken of in de praktijk toch ook dat volgrecht, dat wettelijk volgrecht toe te passen op digitale werken. Maar dat is op dit moment niet zo. Nu, in de dossiers uit ervaring hebben we wel al gezien dat ook bepaalde platforms en dat het ook mogelijk is om contractueel eigenlijk dat volgrecht te gaan stipuleren. Dus als u een NFT zou willen verkopen, is het heel interessant om daar dat volgrecht te gaan kijken en dat te stipuleren en ook welke percentages en wanneer het van toepassing is om toch te kunnen meegenieten van een vermenigvuldiging van de waarde van een werk. En natuurlijk, als u een werk koopt, een NFT koopt, is het natuurlijk ook belangrijk om te gaan kijken wat dat volgrecht is. Want bij het doorverkoop van een NFT zou dat natuurlijk ook een invloed kunnen hebben op de verkoopprijs. Dat brengt mij al tot het einde van mijn deel over auteursrecht en we gaan nu overgaan naar de volgende polvraag. Voilà, merci beaucoup Pauline. C'est une partie très intéressante et excusez-nous pour ceux qui n'étaient pas néerlandophones. On avait dit dans l'invitation que ce serait en français et en néerlandais et avec les slides en anglais, mais si vous avez des questions, on voudra bien refaire et vous expliquer, excusez-nous pour ce malentendu éventuel. On va passer maintenant à la question de savoir finalement, est-ce que quand on achète un NFT, est-ce qu'on acquiert l'œuvre qui est sous-jacente au NFT? Est-ce que c'est automatiquement transféré à nous ou pas? Donc voilà la question. Voilà, mais vous avez très bien compris, c'est très bien, vous aurez votre certificat. Effectivement, on n'achète pas l'œuvre sous-jacente au NFT automatiquement et donc il faut bien le préciser dans les contrats de licence et on reviendra sur la question pour le repréciser dans les contrats. Évidemment, tous ces aspects doivent être bien réglés. Et donc maintenant, nous allons aborder la dernière partie de ce séminaire avec les questions liées
à la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle en tenant compte de toutes ces nouvelles révolutions technologiques. Vas-y, Olivia, le floor is yours. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on entame effectivement la dernière partie de ce webinaire. Pauline a eu l'occasion de vous expliquer en détail toutes les problématiques liées aux droits d'auteur. Mais comme vous le savez sans doute, une des autres problématiques liées aux NFT et aux droits de propriété intellectuelle concerne le droit des marques. Vous l'aurez sans doute vu d'ailleurs dans les premiers exemples qui vous ont été montrés par Annick, et notamment quand elle vous a parlé que les NFT pouvaient être utilisés dans tout ce qui était lié au fashion ou tout ce qui était lié au metaverse. On voit de plus en plus de maisons et de marques qui développent leur propre univers metaverse, et dans ce cas-là, on voit les marques qui sont reproduites. Donc ça, c'est un aspect des choses. À côté de ça, ce qu'on voit également par rapport à la problématique des marques, c'est que certaines personnes vont créer des NFT, reproduire les marques et se posent la question, ont-ils oui ou non l'autorisation du titulaire de la marque pour la reproduire, et dans une telle hypothèse aussi, et même dans la première, se pose la question de savoir comment est-ce qu'en tant que, je dirais, propriétaire de la marque, ou en tout cas du signe au départ, comment la protéger au mieux et éviter donc des actes de contrefaçon. Alors, premier point, avant d'aller vraiment dans cette question plus spécifique, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on va protéger par le droit des marques? Comme vous le savez sans doute, le droit des marques contient de grands principes. D'une part, il y a le principe de spécialité qui fait que quand vous déposez une marque, vous allez devoir préciser pour quelle classe de produits et de services vous allez déposer la marque en question. Et l'objectif, évidemment, est de ne viser que les classes qui sont pertinentes par rapport aux activités, produits et services en question, car le droit des marques vous offre un monopole sur ce signe pour les classes et de produits et services. Mais si vous ne l'utilisez pas dans une période de 5 ans, il y a évidemment un risque de déchéance pour éviter d'avoir des monopoles sur des signes ou sur des produits et services non pertinents, et permettre donc à d'autres acteurs de pouvoir les utiliser. Donc, dans cette optique et dans l'idée de respecter le principe de spécialité, ça va être une des questions qui va se poser, c'est de savoir pour quelle classe on va devoir, le cas échéant, déposer nos marques. Et également, une autre question qu'on verra par la suite sera par rapport au principe de territorialité des marques, de savoir un petit peu dans quel pays on devrait, le cas échéant, les déposer, sachant, comme vous l'aurez compris avec Alice, les NFT sont dans la blockchain, et donc se pose un peu la question, un peu comme pour Internet, comment est-ce qu'on peut appliquer un peu les mêmes principes, de savoir du coup à partir de quand on va considérer éventuellement qu'il y a contrefaçon dans un pays plutôt qu'un autre, et on pourrait appliquer les mêmes principes. Mais revenons donc à la première question, et la question éventuellement des dépôts et des classes avisées. Ici, il importe de faire une distinction entre, d'une part, le NFT, donc le fichier digital que vous voudriez éventuellement protéger à titre de marque, et puis, dans un second temps, donc les produits et services qui se retrouvent dans ce monde digital. Concernant les NFT en tant que tels, vous avez la possibilité de viser donc la classe 9, tout ce qui touche au logiciel, aux fichiers.
une classe assez classique et pour laquelle vous pourrez démontrer facilement un usage. Une autre classe qui est également intéressante et qui peut être visée est la classe 42, pour tout ce qui touche ici aux services liés à l'informatique, à la blockchain. Donc ça, ce sont les deux classes à viser pour le NFT en tant que tel. Comme je vous le disais, il y a une distinction donc à faire avec les produits et services virtuels. Donc la question se pose si habituellement vous vendez des sacs à main, des chaussures, des objets donc corporels et que donc soudainement vous décidez également de les utiliser dans le métaverse ou que vous voulez vous protéger si quelqu'un devait les utiliser dans le métaverse, se pose la question, est-ce que vous devez faire quelque chose ou est-ce que votre enregistrement actuel pour des chaussures ou pour un sac à main est suffisant et est-ce qu'on peut donc se contenter des classes 18, 25 par exemple, ou est-ce qu'il faut également viser les classes 9, les classes 42 pour tout ce qui touche au divertissement et jeux vidéo par exemple. C'est une question qui n'est évidemment pas encore 100% tranchée. Il y a déjà des pistes évidemment de réflexion. Il va falloir voir au fur et à mesure de la jurisprudence et de la réaction des offices comment ils vont faire. Au niveau des pistes de réflexion, une première piste de réflexion est de dire si votre marque est renommée et jouit donc de cette renommée, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau dépôt et vous allez pouvoir très facilement vous opposer à l'usage de votre marque sans autorisation dans le métaverse, tout simplement parce qu'une marque renommée a le droit de s'opposer également si les produits ne sont pas similaires. Donc, il n'y a pas cette question des similarités des produits à trancher. Et donc, vous pouvez garder votre enregistrement tel quel tant que vous bénéficiez d'une renommée de votre marque. Si votre marque n'est pas renommée, par contre, se pose la question de savoir si on va considérer que des objets réels, des objets physiques sont similaires à des objets virtuels. Et donc, si la paire de chaussures que vous avez dans un magasin X va être considérée comme similaire par un office à la paire de chaussures qui se retrouverait dans le NFT et que vous achèteriez. La question n'est pas encore tranchée et donc il y a deux tendances, je dirais. Une tendance plutôt qui dit, ben, voilà, un dépôt de marque n'est pas nécessairement cher, il vaut mieux du coup se protéger et redéposer en fait la marque en question pour les classes 9, pour les classes 35, éventuellement 41 pour tout ce qui est divertissement et éventuellement 42 également. Donc ça, c'est une approche et une tendance en se disant, ben, là, on est couvert. Une autre approche est également de dire, on redépose, mais on garde nos classes classiques, mais on transforme un petit peu la formulation pour viser également le monde virtuel, le metaverse également, où on part juste du principe que ce sont des produits qui sont similaires et on ne fait rien, mais avec le risque de ne pas pouvoir s'y opposer par la suite. Alors, concernant cette problématique des marques, comme l'a dit tantôt Alice, il y a effectivement déjà des procédures en cours. L'Europe a un peu de retard, si on peut dire ainsi, par rapport aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et aux États-Unis, il y a une affaire qui fait beaucoup de bruit
et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une affaire donc, qui a été intentée par Hermès contre un artiste qui s'appelle Maison Rothschild, qui avait reproduit, donc, qui a créé 100 NFT basés sur le fameux sac Birkin de la maison Hermès. Donc, Hermès a intenté une procédure pour atteindre à ses droits de marque, puisqu'elle dispose notamment de la marque tridimensionnelle et la marque du sac, la forme du sac en tant que telle. Également pour atteindre à la réputation, parce qu'il est évident que la marque Hermès et la marque même Birkin sont des marques qui jouissent d'une renommée, donc atteinte à la réputation, dilution de la marque. Pour l'instant, cette procédure est en cours. De part adverse, on essaye, je dirais, d'invoquer le fair use et d'essayer de jouer sur le fait que cette personne est un auteur et un artiste et aurait donc le droit de reproduire la marque. Quand on sait à combien sont vendus ces NFT, c'est pas juste pour le plaisir de créer une œuvre en tant que telle. Donc, l'intérêt légitime, le motif légitime va être difficile à démontrer, mais voilà, on attend la décision dans les mois à venir. Alors, comme vous l'aurez compris, donc par rapport aux marques, ce sera vraiment un des enjeux en matière de NFT. Et en tant que titulaire de marque, ce sera vraiment une manière de pouvoir éventuellement s'opposer à la reproduction de celle-ci. Donc, il va y avoir un beau challenge et de belles procédures sans doute à venir. En attendant, essayez en tant que titulaire peut-être de réfléchir à votre portefeuille de marque, de voir celles qui ne jouissent pas d'une renommée et de voir si pour certaines, il ne serait pas utile de faire des dépôts complémentaires pour mieux protéger vos marques et de décider alors dans ce cas-là de viser les États-Unis, par exemple, où se trouvent la plupart des plateformes qui revendent ces NFT, également l'Europe et la Chine, idéalement. Ça sont vraiment les trois gros territoires, je dirais, à viser en cas de dépôt. Alors, autre point et autre question qui se pose, évidemment, je dirais que là, on a vu l'aspect un petit peu proactif en disant comment mieux protéger son portefeuille de marque ou comment mieux protéger ses droits de propriété intellectuelle de manière générale. Mais malgré ces protections, comme vous vous en doutez, on n'est pas pour autant à l'abri d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Ce serait évidemment bien trop facile. Donc, en cas d'atteinte, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont les moyens qui existent aujourd'hui pour vous en tant que titulaire de marque pour pouvoir éventuellement donc faire disparaître ce lien ou faire disparaître la publication? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces différentes plateformes de NFT sont quand même déjà bien conscientes de la problématique et ont pour la plupart déjà en place des systèmes qui existent, des systèmes de plainte. Et sur base de cette plainte, vous allez donc pouvoir obtenir de la suppression de la publication du NFT. C'est quelque chose qui se fait de manière donc assez rapide, qui est peu coûteuse et qui est relativement efficace. Évidemment, comme vous l'aurez compris, ça ne permet que de supprimer la publication en tant que telle et le NFT continue à exister dans la blockchain, ce qui fait qu'il pourra quand même éventuellement être reposté et republié sur une autre plateforme le cas échéant et qu'obtenir la destruction en tant que telle du NFT
ne sera pas possible parce que vous l'avez compris aussi lors de l'exposé d'Adlis, c'est une des forces justement de tout ce système, c'est de garantir une sécurité et de faire que ces documents ne soient pas, qu'on ne puisse pas réellement les détruire. Il y a des techniques pour les geler, mais c'est vraiment à voir au cas par cas en fonction de la plateforme, du type de NFT. Donc voilà, c'est une première démarche qui est possible, mais elle ne vous permet pas de voir totalement disparaître ce NFT. Donc, ce qui nécessitera peut-être de signer en parallèle des accords avec le dernier propriétaire du NFT, si possible, et de faire en sorte d'avoir une déclaration sur l'honneur où ce dernier s'engage à ne pas le republier sur une autre plateforme. Donc, il est évidemment très important de suivre ces différentes plateformes. Alors voilà, donc, vous l'aurez compris que ce sujet est encore assez nouveau, assez frais, soulève de nombreuses questions, mais qu'il y a déjà pas mal de pistes de réflexion et de conseils que nous avons pu vous donner au long de ce webinaire. Premièrement, au niveau, je dirais plutôt, quand il y a une œuvre qui est au centre du NFT et qui est donc l'objet sous-jacent, toutes les questions par rapport au transfert des droits, par rapport aux licences des droits, c'est vraiment essentiel de bien examiner donc qu'est-ce qui va être cédé, qu'est-ce que également si vous êtes l'acheteur, de voir qu'est-ce que vous allez vraiment donc acheter, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire. Normalement, l'idée, c'est que toute la blockchain fonctionne aussi sur base de smart contracts et que donc, dans cette smart contract, souvent est déjà prévu le droit de suite dont vous a parlé à Pauline, qui fait qu'il va y avoir une revente qui sera toujours normalement possible et des revenus qui vont pouvoir être aussi générés de propriétaire en propriétaire. C'est quelque chose aussi, ça qui est intéressant au niveau des NFT. Mis à part donc, cette relation avec l'auteur, il y a évidemment toute la relation avec les différentes plateformes qui est importante si vous décidez ou d'acheter sur ces plateformes ou de mettre en vente sur ces plateformes. Lisez bien donc les Terms of Service ou les Terms and Conditions de la plateforme. Je me doute qu'il y a peu de chances que vous parveniez à les modifier puisqu'il s'agit souvent de documents standards et de conditions d'adhésion, mais ayez quand même à l'esprit ce que, par exemple, Pauline vous a dit, faites attention en matière de responsabilité éventuellement ou les clauses en matière de propriété intellectuelle. Ayez-les quand même à l'esprit quand vous décidez donc de vous inscrire en tant qu'acheteur ou vendeur sur ces plateformes. Voilà. Nous en avons fini avec l'exposé. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées pendant ce webinaire. J'essaye. Attendez. Alors. C'est une question à laquelle, en fait, tu as répondu en partie dans ton exposé, puisque la question était de savoir, oui, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour créer un NFT et là, manifestement, en fait, il y a des service providers et la première chose à faire, c'est de contacter, par exemple, enfin, d'aller sur les sites des plateformes OpenSea, Rarible, pour créer d'abord un portefeuille avec la crypto-monnaie. Oui. Et puis, une fois qu'on a ce portefeuille, alors on peut mint, comme on dit, l'œuvre, uploader l'œuvre et c'est comme ça que ça se passe, si j'ai bien compris les explications données des artistes et des cas concrets que l'on a pu gérer pour l'instant. Les jeunes, là, je ne sais pas si vous voulez ajouter une remarque. Vous avez expliqué qu'effectivement, c'est lié très fort à la crypto-monnaie.
et le fait est que vous devez alors créer un wallet ou un portefeuille électronique pour pouvoir procéder aux différents achats. Au niveau de la vente, pour la création en tant que telle, comme vous l'avez dit, il faut faire appel idéalement à un développeur qui va vous aider donc à créer le NFT. Et OpenSea est effectivement une des plateformes les plus connues. Il y en a d'autres, Object également. Donc voilà. C'est ça. Et alors aussi, il y a une discussion intéressante. Il n'y a pas eu de question sur. Oui, et fatalement, on peut, ça se peut avoir, mais c'est pas le but. Si vous créez la même œuvre et tout le temps, vous pouvez la multiplier et donc vous perdez l'intérêt du caractère unique. Donc, vous n'avez pas intérêt à uploader 36 000 fois la même chose, ou sinon vous allez perdre, il n'y aura plus de caractère unique de l'œuvre comme dans la vie réelle, quoi. Donc, on n'a pas intérêt, sauf évidemment c'est en fait exactement comme vous dites dans la vie réelle. Et suite à une discussion hier, malgré tout, certains artistes le font quand même, de le reproduire plusieurs fois et donc d'avoir plusieurs NFT uniques de la même œuvre, mais un petit peu comme dans la vie réelle où on peut avoir ou juste une œuvre unique ou faire des séries limitées avec une rareté différente. Et donc, c'est un petit peu la même idée et la même chose qui peut se passer également pour les NFT, même si, voilà, ça diminue inévitablement la valeur du NFT en question s'il y a 10 NFT avec la même œuvre. C'est ça, tout à fait. Et aussi une question qui va peut-être évoluer, c'est aussi au niveau en droit des marques à l'ECTA, la conférence de l'ECTA où on était la semaine dernière avec Bastian. En fait, il y avait des discussions aussi sur la classe des produits et de savoir si c'est vraiment nécessaire d'enregistrer dans les classes 9 et 42. Et en fait, on a vu qu'il n'est pas exclu qu'il ait aussi une évolution dans la jurisprudence quant à la notion de similarité des produits. Comme on l'a vu, par exemple, dans le secteur des softs et des bières, dans quel normalement les boissons non alcoolisées se mettent dans la classe qui n'est pas propre aux boissons alcoolisées, mais finalement, on s'aperçoit que c'est substituable puisque avant, peut-être pas, on va pas prendre de l'eau pour de la bière, mais en fait, si on a du vin non alcoolisé, ben, il est substituable et interchangeable avec du vrai vin. Donc, il y a une évolution qui va peut-être aussi évoluer à ce niveau-là, au niveau de l'appréciation de la jurisprudence, parce que franchement, moi, un vêtement dans le monde réel ou un vêtement dans le monde virtuel, pour moi, c'est un vêtement. Et c'est vrai que pas les mêmes canaux de distribution, par exemple, pas nécessairement le même consommateur non plus. Donc, c'est pour ça, effectivement, que l'approche très conservatrice est de dire faites un dépôt dans ces classes-là également. Mais pour être honnête, pour l'instant, on n'a aucune idée de si ces dépôts vont vraiment être utiles. Mais voilà, vu le coût des dépôts qui sont vraiment très limités, il vaut mieux, si on a vraiment certaines marques clés et qui ne jouissent pas d'une renommée, prendre le risque que la déchéance soit éventuellement invoquée dans quelques années. Mais c'est sûr que si tout le monde se met à faire ça, alors ça risque aussi d'être délicat vis-à-vis des offices parce que ça un peu leur dire aussi, ben, si les dépôts sont faits, c'est la preuve que ces biens ne sont pas similaires finalement. Et donc, c'est donner de l'eau au moulin des offices pour aller dans une direction éventuellement aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vrai, mais bon, quand on a une marque renommée, on peut courir le risque où on a l'argent pour faire les enregistrements. Mais d'un autre côté, pour le commun des mortels, si on doit commencer, enfin, on a fait l'expérience pour une jeune entreprise de protéger, si on veut protéger, ils sont actifs dans l'Asie et qu'on veut protéger leur marque dans toutes les classes de produits qui seraient nécessaires à leur activité, ben on arrive à des budgets
énorme, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut peaufiner et bien réfléchir au niveau de la stratégie des enregistrements des marques et voir vraiment est-ce que c'est nécessaire. Et c'est sûr qu'au niveau de l'enforcement, là, il n'y a pas couture. Généralement, ça va beaucoup plus vite. Si on peut déjà sortir un certificat d'enregistrement, ben, ça évite toutes sortes de discussions de savoir si la similarité ou s'il y a des problèmes de notoriété qui sont liés, quoi. Donc voilà. Mais je crois qu'on a fait le tour de la question. Je regarde, je ne crois pas qu'il y avait d'autres questions, qu'on a abordé toutes les questions. Et donc, ben, je vous souhaite un bel été et peut-être qu'il y a aussi encore des séminaires Olivia, qu'il faut peut-être annoncer si les gens sont intéressés à nous rejoindre, à vous rejoindre plutôt prochainement. Oui. Donc, comme Annick vous l'a dit au tout début, on terminait aujourd'hui la saison des webinaires AIP. Nos bureaux restent quand même ouverts, évidemment, mais on fait une pause dans les séminaires et webinaires pour quelques mois. Par contre, nos collègues de l'équipe Employment et Commercial ont encore un dernier webinaire la semaine prochaine avec l'organisation ACC, des Corporate Council, sur un sujet également toujours, je dirais, d'actualité et qui touche toute entreprise, à savoir tout ce qui touche au non-compete agreement, que ce soit au niveau donc, des contrats commerciaux que des contrats de travail, et il aura lieu le 28 juin. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site et à vous inscrire également. Je pense qu'il sera en anglais cette fois-ci, mais ça doit être marqué dans l'invitation, donc n'hésitez pas à bien vérifier. Voilà, écoutez, merci pour votre présence aujourd'hui et passez toutes et toutes un bel été. Merci beaucoup, Olivia. Bientôt. Ciao.